La saison de football universitaire va débuter. Et la question qu'à peu près tout le monde se pose et que beaucoup se posent aux États-Unis, c'est qui va remporter le trophée Heisman? Le trophée Heisman, c'est celui qui récompense le meilleur joueur. L'année dernière, c'était Fernando Mendoza. Résultat, il a fini premier à la draft chez les Raiders. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner mon favori et je vais t'expliquer pourquoi les autres prétendants, qui sont beaucoup plus favoris que celui que j'ai choisi, ne vont pas gagner. Et comme d'habitude, si je me trompe, on se retrouvera au mois de décembre quand le trophée Heisman sera donné. Ok pour toi ? C'est parti. Mais avant de commencer, parce que je pense que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, pour vous le football universitaire, le college football, c'est peut-être quelque chose de lointain, pas forcément facile à regarder à la télévision française. Et puis bon, il y a déjà la NFL, alors se rajouter le college football et toute sa complexité, c'est peut-être pas forcément évident. Donc j'aimerais vous rappeler déjà ce que c'est que le trophée Heisman. Le trophée Heisman, c'est le trophée qu'on remet aux meilleurs joueurs de football universitaire du pays. Et il est décerné chaque année depuis 1935. On approche les 100 ans déjà. Alors comment il est décerné ? Il y a à peu près 870 journalistes, anciens joueurs et même maintenant des fans qui votent chaque année pour élire ce meilleur joueur. Chaque votant va classer 3 joueurs. 3 points pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. À la fin, on fait le total des points, celui qui en a le plus, et Heisman Trophy. Et c'est déjà une première clé que je voudrais que tu retiennes, parce que c'est un vote de journalistes. Donc, ça va raconter autant une histoire que des statistiques pendant la saison. Maintenant, pourquoi tu devrais t'y intéresser, toi qui regardes peut-être beaucoup plus la NFL ? Parce que le trophée Heisman, c'est pas forcément un trophée qui est déconnecté. Chaque année, ce classement te donne déjà une idée de ce qui va se passer au mois d'avril lors de la draft. Et regarde l'année dernière. Fernando Mendoza, vainqueur du trophée Heisman. Saison parfaite avec Indiana, le titre national. 18e joueur de l'histoire à remporter la même année le trophée Heisman et le titre de champion national. Quelques mois plus tard, il était choisi en première position par les Raiders. Et aujourd'hui, il est même co-favori pour être rookie de l'année en NFL. Donc, tu vois un peu le truc, c'est pas un trophée qui est complètement déconnecté. En fait, c'est déjà une espèce de preview sur les joueurs que tu vas voir tous les dimanches l'année prochaine. Donc, pour ces favoris de cette année, pour le trophée Heisman, j'ai pris 5 joueurs, 4 quarterbacks, et il y a mon favori à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir qui j'ai choisi, parce que je te le dis tout de suite, j'ai pas pris de quarterback. Et je vais t'expliquer, pour chacun des 4 premiers joueurs que j'ai choisis, pourquoi je ne les choisis pas comme vainqueur du trophée Heisman cette année. Et on va commencer par quelqu'un qui a un nom qui est très, très difficile à porter. Oui, ce joueur-là, je pense que forcément t'en as entendu parler, même si tu ne suis pas le football universitaire. Je veux parler de Arch Manning. Arch Manning, c'est le quarterback des Longhorns du Texas. Et aujourd'hui, selon les bookmakers, il est le numéro 2 en termes de favoris pour le trophée Heisman. Numéro 2, mais du coup, Charles, pourquoi tu le prends pas ? Je vais t'expliquer pourquoi. Son nom déjà, c'est 80% de l'histoire. Oui, Arch Manning. Ses 2 oncles, c'est Peyton Manning, 5 fois MVP, 2 fois vainqueur du Super Bowl, et Eli Manning, 2 fois vainqueur du Super Bowl. Et son grand-père aussi a joué comme quarterback en NFL. Donc, chez les Manning, la position de quarterback, on rigole pas avec ça. Et donc, avec ce nom qu'il porte, depuis qu'il a peut-être 14-15 ans, on le voit comme un futur numéro 1 de draft. Et c'est exactement pour ça, entre autres, que je ne le choisis pas. Parce que l'année dernière, il était déjà donné comme le grand favori. Il allait tout péter avec les Longhorns. Résultat des courses, une première partie de saison qui était très compliquée. Une deuxième partie, tu vas me dire, oui, mais attention, la deuxième partie, c'était quand même beaucoup mieux. Ah, la deuxième partie était beaucoup mieux. Mais au global, je trouve que ça ne va pas, que ça ne suffit pas. Et je vais te donner 2-3 chiffres pour illustrer tout ça. Sur ces 7 premiers matchs, c'est 60,3% de complétion. Sur les 6 derniers, 62,3%. Donc si tu veux, il y a un petit bond seulement de 2%. C'est pas beaucoup. Et au global, quand on regarde les pourcentages de complétion des autres quarterbacks élites
au niveau universitaire, généralement on tourne à 68, 70, 72. Un mec comme Dante Moore, dont on parlera évidemment après, il était à 71,8%. Donc tu te rends compte qu'il y a quand même 10 points d'écart. Alors attention, les stats de 2025, c'est pas forcément ce qui va se passer en 2026. Je suis d'accord avec toi. Il y a un point qui pourrait jouer en sa faveur. C'est le recrutement de Cole Coleman. Lui aussi, si tu sais pas qui c'est, je t'invite à aller regarder quelques highlights sur YouTube. Le mec est exceptionnel. Il a d'ailleurs fait un one-handed catch en l'air à l'entraînement. Magnifique. Juste absolument magnifique. Donc ça, effectivement, ça pourrait l'aider. Maintenant, la pression, effectivement, cette année est peut-être aussi redescendue. Les attentes autour de lui sont peut-être un petit peu redescendues. C'est pas lui qu'on regarde le plus. Il y a Dante Moore, par exemple, dont on va parler après. Il y a plein d'autres joueurs, d'autres quarterbacks qui vont avoir la lumière sur eux. Parce que l'année dernière, cette pression a fait que dans les gros matchs, Arch Manning n'a pas délivré. Ses 2 meilleurs matchs, je retrouve, ces 2 meilleurs matchs, avec les meilleurs pourcentages, c'était contre Sam Houston et Oklahoma. C'est des équipes d'un échelon un peu inférieur, si tu veux, en NCAA. Mais quand il s'agissait de jouer contre Texas A&M ou d'autres équipes un peu plus relevées, Arch Manning n'était pas là. Donc pour moi, il n'y a pas assez d'éléments qui justifient, et même si les Longhorns sont bien classés, sont 5e au premier classement AP. Le AP Poll, c'est un classement qui est donné toutes les semaines des 25 meilleures équipes universitaires. Et avant le début de saison, lors du premier, je vous invite à aller regarder la vidéo de Léo à ce sujet où il dit que c'est peut-être le pire classement qui puisse exister aujourd'hui. Ils sont 5e. Donc ça, combiné à une histoire qui finalement est c'est un peu du réchauffé, je trouve. Eh bien pour moi, Arch Manning ne gagnera pas cette année. Il le gagnera peut-être plus tard, mais pas cette année. Le deuxième joueur, et celui-ci, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui, c'est Dante Moore, le quarterback des Ducks d'Oregon. Alors, déjà, retraçons sa saison 2025 qui a été extrêmement bonne. 3565 yards, 30 touchdowns, 71,8% de réussite, un bilan de 13 victoires pour seulement 2 défaites. C'est la meilleure production de toute la liste que je vais te donner aujourd'hui au niveau des quarterbacks. Il a plus de touchdowns, plus de yards que CJ Carr, le quarterback de Notre-Dame, plus de yards que Arch Manning dont on vient de parler. Et puis, quand même dire que le gars, il devait aller à la draft. Tout le monde le voyait à la draft, tout le monde le voyait au coude à coude avec Mendoza, donc probablement numéro 2. Il a dit non, pas cette année. Pas cette année, j'ai pas envie. Je reviens à Oregon parce qu'il y a un unfinished business là-bas. Et Oregon, aujourd'hui, dans le AP Poll de pré-saison, est numéro 2. Numéro 2. Donc les Ducks, encore cette année, sont favoris pour remporter le trophée de champion national. Alors, Charles, pourquoi pas le prendre lui? C'est un quarterback, il fait partie d'une des équipes qui est donnée comme favori, parce que généralement le vainqueur du trophée Heisman est dans une équipe qui va quand même très très loin. Et bien la première chose, ce sont ses interceptions. Il en a eu 10 la saison dernière. 10. Ça fait beaucoup. Par exemple, Chamblis n'en a lancé que 3. Carr 6 et Manning 7. Je te rappelle que c'est un vote de journalistes. Donc les journalistes, effectivement, il y a l'histoire, il y a tout ça, mais il y a les stats. Et ça, ils vont le voir. Et un quarterback qui, au niveau universitaire, lance beaucoup d'interceptions, ça peut, déclencher un petit trigger dans la tête. Attention, si déjà à ce niveau-là, il est capable de lancer autant d'interceptions, il y a moyen qu'au niveau, à l'échelon supérieur, ce soit aussi le cas. Après, Dante Moore a plein de qualités. Vraiment. Le ball placement de ce gars est juste incroyable. Il y a des zones d'amélioration, et encore heureux, j'ai envie de te dire, notamment sous pression, mais clairement, les interceptions, ça fait un petit peu tiquer. Et la deuxième, c'est que Oregon a changé de coordinateur offensif.
Donc, ça veut dire potentiellement un changement de système. Et donc une nouvelle réadaptation. Et sur une saison de football universitaire qui est courte, ça peut avoir son incidence. Donc, cette potentielle phase d'adaptation que Moore aura cette année, ça peut lui porter préjudice pour le vote pour le Heisman. Maintenant, s'il va au bout, qu'il fait une très bonne saison et qu'il gagne, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat, à mon avis, ça pourra être lui. Pour le troisième joueur, je repense à ce que je t'ai dit au début sur le fait que le Heisman, c'était une histoire, c'était des stats, etc. Bah là, ce gars-là, il a une histoire qui est juste incroyable. C'est Trinidad Chambliss, le quarterback de Ole Miss. Et son parcours, clairement, c'est digne d'un scénario hollywoodien. Parce que Chambliss ne vient pas d'un grand programme. C'est pas le transfert de Ohio State vers Ole Miss ou de Alabama vers Ole Miss. Non, il vient de Division 2, le 3e échelon du football universitaire. C'est un peu comme si d'un coup d'un seul, un joueur de Ligue 3 ou même de National, si ça existe encore avec tous les changements, mais je crois que Ligue 3 maintenant c'est le nouveau monde, allait jouer et était propulsé avant-centre du PSG. C'est un petit peu ça l'histoire de Trinidad Chambliss. Petit retour sur sa saison 2025. 3937 yards à la passe, 22 touchdowns, 3 interceptions seulement. Fort. Tu ajoutes 527 yards au sol et 8 touchdowns à la course. Il termine avec Ole Miss à 13 victoires et jusqu'en demi-finale des playoffs nationales. Oui, il a emmené Ole Miss jusqu'en demi-finale nationale. Et il a fini l'année dernière 8e du trophée Heisman au niveau des votes en tant que gars qui sortait d'absolument nulle part, prouvant qu'il a un sacré potentiel. Donc, pourquoi ne pas récompenser cette belle histoire ? L'histoire, c'est une chose, mais il y a une espèce de règle non écrite dans le Heisman qui est que, généralement, on récompense un joueur d'une équipe qui va loin dans la compétition. Et aujourd'hui, Ole Miss, qui a fait un excellent parcours l'année dernière, attention, c'est pas le sujet, demi-finale, voilà. Cette année, ils sont 9e de l'AP Poll avant le début de saison, donc potentiellement une équipe qui ne va pas aller extrêmement loin. La deuxième chose, c'est l'effet de surprise. L'année dernière, et ça joue beaucoup en sport, quand un joueur arrive de nulle part, il y a l'effet de surprise. Les défenses n'arrivent pas à s'adapter forcément, ne le connaissent pas bien, et donc, peut-être surperforment un petit peu par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Et donc là, en 2026, ça c'est terminé. Ils savent à qui ils ont affaire en phase 2. Et les coachs et les défenses vont s'être potentiellement ajustés. Son histoire, elle était neuve l'année dernière, encore une fois, et pas cette année. Donc pour ces deux raisons, il ne le gagnera pas. Et enfin, 4e et dernier quarterback de ma liste, avant de vous révéler qui est mon favori, parce que là, vous allez vous dire, mais attends, mais le mec, il a pris qui ? C'est pas possible. On va parler de CJ Carr, le quarterback de Notre-Dame. C'est lui le favori. C'est lui qui a la cote la plus courte du marché. Et avant toute chose, petite note amusante là-dessus, petit fun fact que j'ai trouvé à son sujet. Son grand-père, Lloyd Carr, a entraîné Michigan et il a même gagné un titre national en 1997. Et maintenant, le petit-fils joue à Notre-Dame, qui est un des rivaux historiques de Michigan. Maintenant, sa saison 2025 à CJ Carr. 2741 yards, pas beaucoup. 24 touchdowns, 6 interceptions, 66,6% de réussite. Pour une première saison en tant que titulaire d'une équipe où il y a quand même une certaine pression, c'est quand même plutôt pas mal. Avant le début de la saison, Notre-Dame est classée 4e de l'AP Poll. Ils ont renforcé leur groupe de receveurs, notamment avec des gars qui proviennent d'Ohio State. Ce qui est plutôt pas mal. Sur le papier, ça se tient. Notre-Dame va encore jouer les premiers plans, on le sait. Donc, il a ses chances d'aller loin. Puisque si Notre-Dame joue longtemps, il sera dans la discussion. Et c'est pour ça qu'il est favori. Alors, dans ce cas, c'est quoi le problème ? Le premier chiffre que j'ai envie de te donner, c'est celui de ses yards. C'est peu ?
2741. Dante Moore, 3565. Chambliss, 3937. Même Manning, avec un taux de complétion qui est inférieur, 3163. C'est le dernier de ma liste en termes de production. Et pourtant, il est premier, il est le favori. Parce que si les bookmakers le donnent comme favori, c'est pas tant vis-à-vis de sa saison 2025, c'est une projection qu'ils font. Ils s'attendent réellement à un énorme gap de sa part, une production en hausse et une équipe de Notre-Dame qui joue réellement les premiers plans. Mais cette projection d'une meilleure production offensive, elle tient à quoi ? Elle tient à une chose, c'est que Notre-Dame a perdu son jeu au sol. Et si une équipe perd ses deux meilleurs éléments au sol et non pas forcément les remplaçants pour, ça veut dire que le jeu de passe va être encore plus important. Donc, le rôle central de Carr va être encore plus exacerbé. Donc, sa production, fatalement, va augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est à quel point Notre-Dame a perdu au niveau du jeu du sol. En avril dernier, Jeremiah Love est parti en 3e choix général à la draft chez les Cardinals. Jadarian Price, lui aussi, parti au premier tour en 32e choix. C'est le dernier choix du premier tour, il est parti chez les Seahawks pour évidemment remplacer un certain Kenneth Walker, parti chez les Chiefs. Ça fait quand même 2 running backs choisis au premier tour de la draft. Ce sont les 2 seuls d'ailleurs, c'est les 2 premiers. Donc Notre-Dame est devenue la première université depuis la fusion, donc c'est 1966, donc ça fait plus de 60 ans, enfin ça fait 60 ans, à produire les 2 premiers running backs d'une draft. Donc c'est te dire à quel point le jeu de course de Notre-Dame a perdu durant cette intersaison. Ok, ils ont perdu 2 gros running backs, mais finalement, qui est-ce qui les remplace ? C'est un junior qui a joué 5 matchs l'an dernier pour une poignée de portée de balle. Un sophomore qui revient d'une rupture des ligaments croisés. Et enfin, 3 gamins qui n'ont jamais joué un seul match au niveau universitaire. Donc oui, Carr va avoir la responsabilité de l'attaque via son bras. Donc, oui, sa production va augmenter. Il ne va pas rester à 2700 yards, c'est une quasi-certitude. Mais finalement, lancer quand tout le monde sait que tu vas lancer, c'est pas vraiment un cadeau, c'est peut-être même un piège. Parce que les défenses vont jouer beaucoup plus de couverture, elles vont envoyer un pass rush, donc tu te retrouves avec un quarterback de 2e année qui va prendre des coups et qui ne pourra même pas tellement diversifier son jeu et se soulager avec un jeu au sol efficace. Un volume forcé de cet acabit, ça entraînera potentiellement beaucoup plus de turnover. Et donc ces 3 petites interceptions de l'année dernière, ce chiffre risque également d'augmenter. Donc voilà, 4 quarterbacks, et je t'ai donné à chaque fois des raisons pour ne pas les prendre comme favoris pour le trophée Heisman. Maintenant, je vais parler de mon gars sûr. Celui qui me fait ouvrir les yeux en grand, la bouche grande ouverte, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il joue, c'est absolument incroyable. Et c'est pas un quarterback. Non, j'avoue, j'aime bien sortir un petit peu de ce narratif de dire que tous les trophées, que ce soit en NFL, ça c'est un autre débat, il y a plein de MVP là récemment qui n'auraient pas dû être MVP parce que d'autres joueurs qui n'étaient pas des quarterbacks auraient peut-être mérité de gagner. Celui dont je vais te parler, c'est Jeremiah Smith, le receveur d'Ohio State. Il entre dans sa 3e année universitaire. Il a déjà passé 2 ans à Ohio State, qui est l'un des programmes les plus importants, les plus prestigieux, qui fait partie de ceux dont on a des attentes. Avec un passé, surtout quand t'es receveur, il y a quand même du beau monde qui est passé récemment et même dans les années précédentes. Donc quand tu arrives et que tu exploses tout, ça veut dire quand même que potentiellement, il y a quelque chose de spécial en toi. On va reprendre depuis le début parce que son histoire est juste... son parcours même est absolument absurde. On va remonter en 2024. Donc c'est sa saison freshman. Première année. 76 réceptions, 1315 yards, 15 touchdowns. Premier freshman de l'histoire d'Ohio State à passer les 1000 yards. Et en plus, il gagne le titre avec Ohio State. Il est MVP offensif du Rose Bowl. Ça, c'était juste sa première année.
Voilà. La deuxième, l'année dernière, sa saison sophomore. 87 réceptions, 1243 yards, 12 touchdowns. All-American unanime. Ça veut dire que tous les sélectionneurs majeurs du pays, que ce soit la Associated Press, que ce soit Sporting News, que ce soit Walter Camp, tout cela ont tous mis Jeremiah Smith en premier. Et pour le trophée Heisman, l'année dernière, il termine 6e du vote. 6e au bout de 2 saisons universitaires, à seulement 20 ans aussi. Donc en carrière, sur 2 saisons, c'est 163 réceptions, 2558 yards, 27 touchdowns. 2 fois receveur de l'année de la Big Ten. Ce gamin, tout simplement, a une vitesse phénoménale. Il a des appuis phénoménaux qui lui permettent de créer une séparation sur ses cuts qu'aucun DB ou corner ne saurait réellement couvrir. Vraiment. Et il est en passe de battre absolument tous les records des receveurs d'Ohio State, avec des noms que je vais te donner qui vont te, si tu regardes la NFL, qui vont te dire quelque chose. Sur toute l'histoire du programme, c'est Emeka Egbuka, receveur des Buccaneers de Tampa Bay, et Chris Olave qui les détiennent. Ce sont 2 joueurs qui actuellement, évidemment, sont en NFL. Le record de réception dans le programme, quand t'es passé, t'as fait toute ta scolarité, c'est 205. Smith, il en est déjà à 163. Je rappelle, donc il lui en manque 42. Je rappelle que sur les 2 premières saisons, c'était 76 et 87. Techniquement, à la moitié de la saison, le record tombe. Le record de yards maintenant. 2868. Smith en a 2558. Il lui en manque 310. Techniquement, en 2 matchs, potentiellement, c'est réglé. Le record de touchdown, c'est 35. Smith en a 27. Il lui en manque 8. Donc cette saison, a priori, c'est réglé aussi. Sur les moyennes en carrière, seulement après 2 ans, 81 réceptions de moyenne, 1279 yards et 13 touchdowns par saison, il bat les records. Les 3 en une saison. Les 3. Il y a des dizaines de receveurs qui sont passés par Ohio State. JSN, Jackson Smith Njigba, Egbuka, Chris Olave. Smith est arrivé avec cette pression-là, de se dire « Je suis freshman, je suis titulaire dès ma première année » d'un programme qui a vu parmi les plus grands receveurs de la NFL. Pas de problème, je vais me montrer digne, je vais me montrer à la hauteur et je vais tout casser. Il y a un argument, après tout ce que je viens de te donner, qui plaide encore plus en sa faveur, c'est que Ohio State est le favori cette année pour remporter le titre. Maintenant, il y a un autre argument que je vais te donner qui est un peu ambivalent. Ça pourrait le desservir, mais finalement, je pense que ça va le servir. C'est son quarterback. On en revient toujours au quarterback de toute façon. Le quarterback d'Ohio State cette saison, c'est Julian Sayin. Lui aussi, All-American de pré-saison de ESPN. Au niveau des favoris, il est, pour le trophée Heisman, il est juste devant Jeremiah Smith. Et c'est presque logique, entre guillemets, puisque on le sait, les quarterbacks sont largement plus mis en avant. Donc normalement, quand tu as un quarterback dans ton équipe qui est parmi les favoris, qui a un bon rendement, qui est capable, ça va te desservir en tant que receveur ou running back. Ça, c'est sûr. Preuve en est, pas eu beaucoup de receveurs qui ont gagné le trophée Heisman depuis qu'il existe, pour te donner la liste. Johnny Rodgers, 1972. Tim Brown, 1987. Desmond Howard, 1991. Devonta Smith, 2020. Et Travis Hunter. Il était two-way, il était corner et receveur, mais il jouait quand même principalement receveur en 2024 à Colorado, donc dans une équipe qui n'a pas forcément été très loin. Ça peut donner un peu de grain à moudre pour les autres. Bref, 2 des 6 derniers lauréats du trophée Heisman ont été des receveurs. Donc il y a peut-être aussi un petit shift. Maintenant, pour en revenir à Julian Sayin. Si Sayin fait une bonne saison, ça veut dire que aussi Jeremiah Smith va en faire une bonne, logiquement, puisque c'est sa target numéro 1, donc c'est à lui qui va lancer le ballon. Donc si statistiquement ça se passe bien et que Sayin se développe bien et évolue bien derrière sa ligne, ça va le faire pour les deux. Donc, des votes qui vont se diluer. Mais à mon avis, quand il s'agira de voter, j'espère et je pense que les votants vont choisir peut-être ce qui aura été le plus spectaculaire. Ah, la culture du highlight. Pas bon tout ça. Mais dans ce cas-là, je veux bien que ce soit ça. Bien entendu,
Être favori en début de saison, ça ne t'assure pas d'être vainqueur au mois de janvier. Donc, ce qui pourrait desservir Love, bien entendu, et je ne lui souhaite pas, c'est une blessure, forcément. Mais si Ohio State perd 2 matchs d'entrée, ça peut peut-être jouer sur les votes en fin de saison. Et évidemment, si Sahin fait vraiment une saison monstrueuse, ça peut diluer de manière trop excessive les votes et favoriser par exemple CJ Carr ou Dante Moore, on ne sait pas, ou peut-être un autre joueur un petit peu surprise. Donc oui, j'ai choisi le 7e favori pour le trophée Heisman. C'est assez osé, mais j'ai envie d'y croire parce que de ce que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche, de ce que j'ai pu voir comme vidéo à son sujet, beaucoup le voient comme probablement le meilleur receveur de l'histoire du programme d'Ohio State. Peut-être un talent générationnel. On aime bien cette expression pour les quarterbacks. Il y en a plein qui ont eu cette étiquette-là. Trevor Lawrence notamment l'a eu. Mais on est peut-être face à une licorne, tout simplement. Le truc qui n'existe que dans des jeux vidéo parce que c'est à peu près ce que Jeremiah Love sort comme stat. Il est ultra spectaculaire. Moi, j'avoue que je suis... sans dénigrer évidemment le travail des quarterbacks, mais effectivement là il y a tout, il y a la vitesse, il y a l'explosivité, il y a les mains qui sont incroyables. Ouais, Jeremiah Love, franchement si t'as pas vu de highlight, vas-y va voir, va regarder, peut-être même regarde des matchs, il y a peut-être des matchs qui sont dispo, plein de plateformes, que ce soit YouTube ou d'autres, doit y avoir des résumés de matchs, des choses comme ça. Donc franchement, ouais. Il y a quand même beaucoup d'arguments qui, pour moi, font que c'est lui le réel favori. Celui qu'on ne voit pas forcément parce que, généralement, on est assez omnibulé par les quarterbacks. Donc voilà, tous les arguments donnés pour cette première vidéo de rentrée. Première vidéo saison 2026 sur le thème du football américain. J'espère qu'une nouvelle fois, elle t'a plu. N'hésite pas en commentaire, évidemment, à me donner ton favori pour le trophée Heisman, si tu suis un petit peu le football universitaire, le college football. Le Heisman, il est remis le 2e samedi de décembre. Donc, j'en parlerai sans doute dans une vidéo d'ici là. Bien entendu, on suivra. Je vais essayer de suivre du mieux que je pourrai cette saison 2026 de football universitaire qui s'annonce quand même assez incroyable. Avec ton choix en commentaire, bien entendu, j'ai besoin que tu me donnes la raison pour laquelle c'est lui ton favori pour le trophée Heisman et je te répondrai comme d'habitude. Oublie pas de t'abonner pour suivre l'actualité des sports américains. J'ai une newsletter qui est gratuite où je décrypte l'actu des sports US, les mécanismes, tout ça. Le lien pour t'inscrire, parce qu'elle est gratuite, il est dans la description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos NBA, NFL. Il y en a plein qui arrivent là, dans pas très longtemps, si tu regardes cette vidéo, notamment sur la NFL aussi, rookie de l'année, preview de la saison, tout ça. Je vous dis à très vite, et merci encore pour tout. Ciao.